Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Comme vous le savez, l'université, depuis ses origines, répond à une double demande sociale. Faire progresser la connaissance par la production des savoirs critiques et produire des savoirs utiles dans la société. C'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui le professeur Ibrahim Bouzou Moussa. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes géographe, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey et spécialiste de géomorphologie et conservation des eaux et des sols. Et vous êtes également spécialiste de gestion des risques. Il s'agit là des spécialités que vous enseignez actuellement à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Vous pouvez nous parler un peu de votre domaine de spécialité, professeur? Merci, professeur. Je vous remercie de cette occasion que vous me donnez de parler, on va dire, d'un certain nombre de recherches que nous faisons au département de géographie et que personnellement je fais, mais que je fais aussi en équipe. Je suis géographe et je suis géomorphologue, comme vous l'avez dit. Et de cette géomorphologie, je suis, comme vous l'avez dit, spécialiste de la conservation des eaux et des sols. Je travaille spécialement sur l'érosion, sur laquelle j'ai fait ma thèse et ma thèse d'université, mais aussi ce qu'on appelle le HDR, l'habilitation à diriger des recherches. C'est un domaine que j'enseigne, mais en même temps, comme vous l'avez si bien dit, je forme aussi les étudiants sur l'évaluation des risques naturels, mais aussi sur la gestion des risques naturels. Alors, il faut dire que ce choix, je l'ai fait compte tenu de la situation du Niger. C'est un pays qui, on va dire, est essentiellement un pays agricole. Quand je dis agricole, je vois large, et l'agriculture et l'élevage. C'est un pays aussi qui est confronté essentiellement aux problèmes de dégradation des sols, et je dirais en général aux problèmes de dégradation des terres. C'est pour toutes ces raisons, on va dire, que je me suis dit que j'allais me spécialiser sur ces questions. Et cela depuis 1988, année de la soutenance de ma thèse unique de doctorat, donc jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet, un thème éminemment important pour un pays comme le Niger, parce que c'est pour une bonne partie de la population, les activités ont des activités qui touchent à l'agriculture et l'élevage. Les questions qui touchent la dégradation des sols, des terres, c'est vraiment un sujet important. Alors, dans quelle situation se trouve aujourd'hui la gestion des ressources naturelles au Niger aujourd'hui? Ce qu'on peut dire de la situation, surtout des ressources naturelles, on peut résumer en ce sens, dire que compte tenu de ce que nous considérons aujourd'hui le changement climatique et ses impacts, et compte tenu aussi de la pression démographique très poussée, nous assistons toujours à une dégradation des terres qui est très avancée. Malgré les efforts qui sont fournis, malgré tous les investissements qui sont faits, le constat qu'on fait que la dégradation des terres est toujours là. Et elle est toujours extrêmement importante. Et cette dégradation fait que aujourd'hui,
l'agriculture, par exemple, ne produit plus, ne permet plus en fait de produire suffisamment. Mis à part, on va dire, certains secteurs ou dans certaines régions du Niger, où encore les pâturages sont encore, on va dire, en bon état, mais dans la plupart des régions, même les pâturages en fait sont complètement dégradés. Et cela en fait grève tout le système productif qui fait en fait qu'on ne produit plus assez, et c'est encore dans un contexte, comme je l'ai dit, où on a une pression démographique extrêmement importante, c'est-à-dire en ce sens qu'il y a énormément de besoins, mais les ressources manquent. Les ressources, on va dire, sont insuffisantes. Là, par le passé, il y a les techniques traditionnelles de conservation, de régénération des sols. Est-ce que ces pratiques continuent ou bien? Les pratiques traditionnelles, oui, elles continuent. Les pratiques traditionnelles qu'on connaît pour ce qui est de la gestion de la fertilité des sols, de la gestion de l'eau, ben on peut citer par exemple quelques-unes. C'est la jachère. Quand nous prenons la jachère, ben, dans beaucoup de régions, la jachère n'existe plus. Et cela compte tenu de cette pression démographique. Il y a un besoin de terre et il y a beaucoup de monde. On ne se permet plus de laisser le sol en jachère. D'autres techniques, par exemple, comme le paillage, qui permet aussi la gestion de la fertilité des sols, mais aussi de l'eau. Ben, compte tenu aussi de cette pression démographique, vous avez tout ce qui est tige, tout ce qui est herbe, est ramassé et ramené au village, soit vendu ou pour en fait l'alimentation du bétail. Quand vous prenez certaines techniques, par exemple, que nous connaissons chez nous et qui sont, on va dire, qui se sont développées dans une région comme l'Adar, qu'on appelle les taxas. Et les taxas, c'est quoi? C'est en fait des trous qui sont faits pendant la saison sèche. Et ces trous permettent en fait de recueillir l'eau. Les tassas sont continuellement faits. Et quand vous les prenez déjà pour ces tassas, elles ont été améliorées. Elles ont été améliorées par les projets de développement rural et qu'on retrouve, on va dire, aujourd'hui à l'échelle de l'ensemble du territoire où elles sont adaptées. Donc on peut donner encore beaucoup d'exemples, mais pour dire que en fonction du contexte socio-économique et démographique, il y a des techniques traditionnelles qui ne sont plus appliquées, mais par contre, il y en a certaines, comme j'ai dit, les tassas qui sont là, ou même le paillage pour certaines régions, par exemple, qu'on peut retrouver. Et d'une manière générale, on voit les conséquences de ces changements climatiques sur la population, notamment les famines, l'exode, l'immigration, mais également parfois même ces questions sécuritaires. L'absence d'activité les amène à aller vers des groupes extrémistes violents. Et donc, quelles sont les stratégies à mener, les mesures à prendre pour faire face à cette situation? Alors, pour revenir au changement climatique, si vous prenez, et pour l'ensemble des pays, et particulièrement pour le Niger, vous prenez le CNED qui a fait un travail énorme pour le montage de ce qu'on appelle les politiques d'adaptation et qui ont fait un travail d'inventaire sur tout ce qu'il y a comme aléas et risques majeurs au Niger. Et les principaux, ils ont sorti jusqu'à 5 principaux risques majeurs. Et ces risques majeurs, c'est la sécheresse, ce sont les inondations, ce sont les vents violents, ce sont
les températures extrêmes comme la canicule, et puis d'autres comme par exemple les feux de brousse, comme par exemple les attaques acridiennes ou bien certaines épidémies. Ces risques majeurs ont des conséquences énormes sur le développement socio-économique. Et il y a des stratégies qui sont développées pour en fait réduire ces risques. Et de ces stratégies, pour ma part, surtout quand je pense au monde rural et particulièrement au secteur agricole, vous avez, et nous l'avons relevé tantôt, c'est la question de dégradation des sols. Voyez-vous, dans ce pays, pour certaines régions, il peut se faire, par exemple, que vous ayez une pluie normale. Quand je dis une pluie normale, ça veut dire que de juin jusqu'à fin septembre, vous avez la pluie, mais à la fin, vous n'avez pas la récolte qu'il faut, à cause, bien sûr, de ces questions de sol. Alors, l'une des stratégies, c'est d'arriver à voir comment relever la fertilité des sols. Je pense que ça, c'est extrêmement important, puisque qu'est-ce qu'on constate? C'est que vous avez dans beaucoup de villages des paysans qui n'arrivent plus à produire et qui sont acculés par des problèmes. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vendent les terres. Ils se retrouvent sans terre. Et à côté, vous avez d'autres qui s'accaparent, on va dire, de ces terres. Et là, toute la question, c'est de savoir comment relever la fertilité des sols et dans les conditions où quand il y a par exemple ce que je vais appeler une saison normale, qu'on puisse effectivement bien produire. Je ne développerai pas tous les aspects qui viennent après, parce qu'il ne suffit pas de produire, mais il faut aussi que le paysan se retrouve, par exemple, en vendant ses produits. La question, par exemple, des ressources en eau, que ce soit les ressources en eau de surface ou bien du sous-sol, c'est de savoir, dans ce contexte, comment avoir une bonne maîtrise des eaux. À travers des ouvrages qui permettraient, pendant la saison de pluie, de pouvoir donc stocker les eaux, et après la saison de pluie, de pouvoir faire des travaux. Et dans ce contexte aussi où nous avons une mauvaise production, on peut aussi se retourner un peu, on va dire, vers les eaux du sous-sol, puisque nous avons une grande quantité d'eau du sous-sol qui sont pratiquement inexploitées, et qui fait donc qu'on peut se dire, on a des problèmes, une insuffisance d'eau de surface, mais en même temps, nous avons beaucoup d'eau dans le sol, donc ça veut dire qu'on peut aussi voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut en fait développer des stratégies pour, quand je dis des stratégies, c'est toute une organisation en termes de comment organiser les hommes, comment gérer, comment extraire, etc. Donc pour arriver donc à avoir une bonne production. J'ai la ferme conviction que ce pays peut sortir de la question de l'insécurité alimentaire. Mais donc les possibilités sont là, les potentialités sont là, pourquoi on ne le fait pas? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ne fait pas. Ce qu'on va dire, on peut dire qu'il y a une insuffisance dans ce qu'on fait. Mais
Vous savez que nous avons beaucoup d'ouvrages qui sont faits dans ce pays pour la maîtrise totale des eaux. Vous avez aussi beaucoup de surfaces qui sont exploitées notamment pour l'irrigation. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une insuffisance. Vous avez encore beaucoup de surfaces qui sont là, qui ne sont pas du tout exploitées, et vous avez beaucoup d'eau du sous-sol aussi qui ne sont pas du tout exploitées. C'est vers ça que nous devons nous tourner. Aujourd'hui, quand on regarde vraiment les grands défis du Niger, c'est vraiment cette sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de régions qui sont déficitaires en matière de récolte. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, les fortes chaleurs, le vent, même hier on a eu, les inondations, tous ces aléas naturels perturbent la production agricole. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre ces différents phénomènes naturels? Oui, il y a des liens. Quand vous prenez par exemple les inondations, ce qui génère les inondations, c'est la pluie. Vous avez aujourd'hui, dans ce contexte de changement climatique, vous pouvez avoir plusieurs jours pendant lesquels, par exemple, si je prends le cas de Niamey, il va pleuvoir, par exemple, en amont, au Burkina. Il arrive, par exemple, qu'il pleuve, par exemple, 4 ou 5 jours d'affilée. Donc, on voit que dans ce genre de situation, les sols sont sursaturés et ne peuvent plus, en fait, absorber. Donc, vous avez beaucoup d'écoulements. Ça, c'est la question de la pluie. Mais en même temps, dans toutes ces régions, les versants sont complètement défrichés. Et vous avez donc, et ça on a mis ça en évidence dans nos travaux, mais aussi dans d'autres travaux que vous retrouvez, les versants qui sont défrichés, en fait, cela contribue en fait à avoir une augmentation en termes de ruissellement. Voilà. Et quand vous mettez les deux ensemble, donc vous avez les inondations, mais en même temps, quand vous prenez le type d'occupation des sols que vous avez, par exemple, dans la plaine alluviale, vous avez beaucoup d'habitats qui sont dans des zones qu'on va considérer comme inconstructibles, qui sont des champs d'inondation du fleuve. Donc tout ça contribue au fait que quand il y a inondation, il y a en même temps catastrophe. Oui. Ça c'est par exemple le cas de l'inondation fluviale. Mais quand vous prenez l'inondation pluviale, donc celle qui est créée par la pluie, prenez le cas par exemple de Niamey, alors vous avez beaucoup de chemins d'eau sont comblés. Vous avez déjà les toits qui sont en fait des impluviums. Vous avez une imperméabilisation des sols. Quand la pluie tombe, cette pluie qui ne passe pas par ces chemins normaux, forcément vous avez des inondations. Ça c'est le cas d'une ville. Mais au-delà de la ville, aujourd'hui, ce qui est curieux, mais même dans nos villages, on n'a jamais connu, on vous parle d'inondation dans les villes. Donc, ça revient aussi à la même situation, une question d'occupation des sols, dans un contexte où vous avez des pluies qui peuvent tomber sur plusieurs jours et des pluies aussi qui sont extrêmement fortes. Et dans des villages où on n'a jamais connu d'inondation, on connaît ces inondations-là. Alors, il y a déjà, si vous prenez en termes de gestion, donc toutes les protections, tout le système de protection qu'il faudrait développer dans ces milieux où vous avez ces risques. Et
en même temps, on va dire, toute une organisation qu'il faut, tout un mode de gestion qu'il faut. Il y a de la prévention, beaucoup de prévention à faire. Et ce n'est pas qu'il n'y en a pas. D'accord? Puisque quand... prenez l'exemple, par exemple, de l'inondation de 2012. En 2012, c'est comme si on avait été surpris que le Niger, par exemple, Niamey, par exemple, avait été surprise, quand je dis la ville, donc surprise par les inondations. Vous prenez en termes de dégâts, 2012 a connu énormément de dégâts. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Pour l'ensemble du pays, c'est au moins une centaine de milliards de francs CFA qui ont été injectés pour à cause de cette inondation de 2012. Mais quand vous prenez par la suite, après 2012, vous avez eu des inondations, des pics de crue qui étaient supérieurs à 2012. Mais les conséquences, ce ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'on a tiré le leçon de 2012, d'accord? Mais c'est vrai qu'on va dire que ce n'est pas encore suffisant. Donc ça, c'est l'exemple que je peux prendre quand je prends le cas de l'inondation. Oui, donc par rapport à la production agricole, je pense que là, on ne peut plus penser comme le paysan par le passé, attendre la pluie. Ce cycle, il faudrait peut-être repenser notre mode de production agricole, puisque le sous-sol est rempli. Il faut peut-être aller vers d'autres systèmes d'exploitation. Là où il y a les possibilités d'irriguer, oui, on peut irriguer. Mais il y a aussi là où vous n'avez pas la possibilité d'irriguer. Par conséquent, on doit toujours tenir compte de comment faire en sorte que gérer la saison des pluies et pouvoir par la suite obtenir une bonne condition. Si vous prenez tout ce que nous avons comme plaine, le grand, on va dire le méga lac Tchad, ou bien tout l'Azawak, vous avez des plaines, c'est vrai que vous avez énormément d'eau. C'est vrai qu'on peut se réorienter vers cela, notamment pour la production agricole. Oui. Mais vous avez des jeunes qui sont là, qui forcément ne trouveraient pas forcément un emploi. Mais la politique de l'État, c'est aussi de penser à cela. Comment innover, à construire. Je parlais déjà de cela quelques jours avec mes étudiants. Mais on en causait déjà avec un ingénieur génie rural récemment. Ce sont des zones où vous avez énormément d'eau. Le Niger peut se permettre de faire des choses lui-même. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont là, oisifs. Ben, on peut les aider à produire. Non pas seulement produire, mais on peut les aider aussi à vivre, entre guillemets, de ce qu'ils feraient. Par la production agricole, cette jeunesse, impliquer cette jeunesse dans ce secteur-là apportera beaucoup parce que à travers, bien sûr, des nouveaux systèmes d'une agriculture alternative, par exemple, qui va lier la technologie au système traditionnel. Alors, je vais déjà dire que, oui, quand tu sais que tu vas avoir un travail qui va te permettre de t'intégrer socialement, ben, je ne pense pas qu'il y ait un seul jeune qui va dire non. Ouais, ça, c'est vrai. Ça. Mais en même temps, c'est vrai que nous ne pouvons plus nous permettre, quand nous devons choisir cette option, de nous dire que nous devons travailler comme nous-mêmes nous l'avons fait, ou que nos parents ou nos grands-parents, c'est-à-dire travailler avec la roue, travailler avec la hilaire, etc. C'est-à-dire que forcément, il y a de la modernisation à faire. Voilà. Merci, professeur. Vous avez aussi occupé des hautes fonctions académiques et administratives. Vous avez été vice-recteur de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.
et conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et président du conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'enseignement supérieur au Niger? Alors, tout dépend de... Cela ne dépend pas forcément de nous en tant qu'enseignants, enseignants-chercheurs. Je dois rappeler que l'université est d'une manière générale, l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui a été la première université, a rempli normalement les missions qui lui avaient été assignées. Et qui fait aujourd'hui que dans beaucoup de cas, la plupart des cadres ont été formés par cette université. Il y a un contexte qui est là, et ce contexte c'est quoi? C'est qu'il y a une inadéquation entre la formation et puis tout ce qui est professionnel. Mais tant qu'à faire, à l'université de Niamey, déjà, ces questions professionnelles sont abordées déjà par un certain nombre de facultés. Vous avez l'agronomie. Voilà. La plupart des agronomes que la faculté d'agronomie avait formés se sont retrouvés déjà en fait dans le service de l'agriculture ou bien de l'élevage. Quand vous prenez la santé, quand vous prenez aussi l'école normale supérieure. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est cette inadéquation compte tenu en fait de la nouvelle situation progressive qui s'est créée, on va dire, depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et qui fait que et l'université, là, je pense à l'ensemble des universités publiques du Niger, mais aussi les autres universités privées, et l'État, mais aussi tout ce qui est entreprise et autres, de savoir qu'est-ce que nous voulons exactement. Seulement, il faut que nous arrivions effectivement à nous adapter. Donc, pour moi, en fait, c'est ça voilà. C'est-à-dire que la formation soit adaptée aux besoins des entreprises, de la société. Professeur, vous avez encadré beaucoup de thésards. Tout ça, c'est une grande contribution à la science. Parce que j'ai vu 16 thèses encadrées. Oui, avec l'ouverture de la formation doctorale au département de géographie, j'ai effectivement eu à encadrer à la date d'aujourd'hui 16 doctorats. Et de ces 16 doctorats, il y a un bon nombre en fait qui travaillent dans les universités ou dans les instituts de recherche, soit au Niger, soit ailleurs, comme au Burkina ou bien au Congo-Brazzaville. Alors, en termes de recherche, je pense que nous avons beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup à faire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un pays normalement n'avance pas normalement sans la recherche. Et c'est tout à l'heure quand vous me posez la question sur l'avenir des universités, moi je ne me la pose même pas, dans la mesure où quand l'État veut se développer, qu'il approche l'université avec ses besoins, donc l'université est à mesure
est à mesure de répondre à ces questions. Vous savez, en termes d'évolution, la population, en fait, c'est un domaine qui évolue vite. On peut dire, par exemple, qu'on en a beaucoup formé, oui. On forme aussi pour demain. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, on forme aussi pour demain. Et tous, tant qu'ils sont, peuvent être utilisés par l'État en fonction, bien sûr, de ce que veut l'État. Et qui me permet, comme vous me posez la question, de dire que nous avons besoin que l'État se dise lui-même de quels besoins est-ce qu'il a, quels sont ses besoins, pardon, et puis qu'il puisse financer, investir dans la recherche. C'est ça. Ce qui est important, que l'État se dise, j'ai tel besoin, j'ai tel institut de recherche, j'ai telle université publique, j'ai telle compétence. Ben, j'investis et j'attends des réponses. Et c'est la demande, en fait, que personnellement, et je la fais, au nom de l'ensemble de tous les chercheurs, ben, c'est cette demande que je fais. Quels sont vos besoins financés, et nous, on vous donnerait des résultats. Des résultats. Voilà. Merci, professeur. Merci à vous tous. Et à la prochaine. Merci. Merci, professeur. Merci. Voilà, merci bien. Merci. Merci bien.